Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision par ordinateur. La vision par ordinateur est une discipline de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'interpréter, d'analyser des images et des vidéos. Elle est utilisée dans de nombreux domaines tels que la reconnaissance faciale, la détection d'objets, la conduite autonome et la réalité augmentée. Il en existe aussi bien d'autres applications. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les concepts clés de la vision par ordinateur, notamment les socles qui sont l'image et la vidéo, puis nous parlerons aussi des types de caméras. Nous aborderons aussi l'aspect matériel à prendre en compte et particulièrement les puissances de calcul comme le CPU, le GPU et le TPU plus récemment. Nous aborderons aussi les notions de microcontrôleurs les plus utilisés en computer vision et les spécificités. Nous allons également passer en revue l'ensemble des outils techniques couramment utilisés en vision par ordinateur tels que les réseaux de neurones convolutifs, des frameworks tels que OpenCV et TensorFlow. Que vous soyez novice en vision par ordinateur ou que vous cherchiez à approfondir vos connaissances, cette vidéo vous fournira une introduction complète et informative à ce domaine passionnant qu'est la vision par ordinateur. Sans plus tarder, parlons de ces différents socles que sont l'image. Et l'image, c'est quoi? C'est un assemblage de pixels. Et le pixel, c'est l'unité de base d'une image. Et son intensité peut varier entre 0 et 255. 0 pour du noir, 255 pour du blanc. Alors, une fois que nous connaissons cela, nous pouvons parler de la notion de niveau de gris qui est très important, notamment dans les opérations de CH dont on aura le temps d'en discuter dans des prochaines vidéos. Il faut comprendre la notion de noir et de blanc et de niveau de gris. Nous pouvons représenter une image par un histogramme dont nous avons l'intensité qui varie entre 0 et 255 et nous avons le nombre de pixels que a cette intensité. Et c'est ça qui forme l'histogramme où nous avons ici 0 le noir et nous avons ici en 255 le blanc. Et entre les deux, nous avons une nuance entre le rouge, entre le noir autant pour moi et le blanc, ce qui forme du gris. Du coup, on a une nuance de gris, ce qui forme le niveau de gris d'une image. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire la différence avec une image en couleur? Déjà, nous pouvons quitter d'une image en couleur vers une image en noir sur blanc, mais nous ne perdons pas son niveau de gris. Et c'est pour cela que si vous voyez sur cette image, pour cette image, nous pouvons ressortir des composantes R, G, B, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Et nous pouvons aussi également sortir son histogramme et en fonction de l'intensité, nous pouvons sortir le nombre de pixels pour chaque composante rouge, vert et bleu. Et c'est là la somme de ces deux qui nous donne du rouge. Ça, ce sont des concepts à comprendre et à maîtriser lorsque nous faisons de la vision par ordinateur. Une fois que nous avons abordé cette notion, nous pouvons maintenant passer à la notion de vidéo. Vous n'ignorez pas qu'une vidéo n'est qu'une succession d'images à une certaine fréquence. Et c'est sur le mot fréquence que je vais me reposer car il y a une notion très importante lorsque nous faisons du traitement d'images ou de vidéos que nous devrions aborder, surtout pour la vidéo, la notion de FPS, ou frame par seconde, le niveau d'images qui vont passer pendant une seconde. Et là, on pourra avoir un jeu entre 30, entre 15, 24 et 60. Mais il faut retenir que de manière assez générale, un FPS plus élevé est associé à une expérience plus fluide et plus réactive, comme sur l'image là à gauche. Et tandis qu'un FPS plus faible peut rendre un jeu lent, bien la vidéo lente et saccadée. Le strict minimum pour une fréquence d'image jouable est généralement considéré entre 24 et 30 FPS. Et dès que nous parlons de FPS, il y a aussi la notion de résolution d'image qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, nous parlons du Ultra HD ou du 4K et nous pouvons avoir les différentes résolutions. Plus la résolution sera élevée ou alors le nombre d'images par seconde sera élevé et plus ça influera sur les performances en termes de calcul. C'est important de prendre cela en compte, de savoir avec quelle résolution vous jouez et savoir quel est le FPS auquel vous êtes en train de gérer cette vidéo. Et une fois, puisque nous parlons de ces vidéos, mais comment nous pouvons les acquérir? En computer vision, vous allez retrouver différents types de caméras pour différents types d'applications. Il est important de pouvoir connaître la différence entre une caméra 2D et une caméra 3D.
Alors, c'est quoi la différence fondamentale? C'est la notion de profondeur. Vous pouvez voir comme un système cartésien X, Y et Z. Par contre, une caméra 2D va rester dans X et Y. Vous pouvez regarder cette image, vous pouvez voir que là, pour une caméra 2D normale, elle ne fera pas de différence. En tout cas, cet homme et cet homme sera situé dans le même plan. Par contre, lorsque on a fait une caméra 2D, la notion de profondeur est intégrée et vous pouvez voir sur cette image que le premier homme est situé à 400 mm de l'objectif et le deuxième est situé à 1000 mm de l'objectif. Et c'est cette notion de profondeur qui est très importante quand vous faites des notions, quand vous traitez les notions d'estimation de distance ou de pose, c'est très important. Il y a une deuxième caméra dont vous pouvez aussi rencontrer dans vos différentes tâches de computer vision, c'est la caméra stéréo. Alors, cette caméra, elle s'inspire de comment fonctionne la vision humaine et elle ne sera jamais seule. Il y aura toujours deux objectifs au lieu d'une seule, donc c'est-à-dire deux lentilles. On parle de la notion de binoculaire. Et ceci va nous aider, par exemple, à estimer aussi la distance entre l'objectif et l'objet. Et ça aide notamment dans la reconstruction d'images et de scènes parce qu'une caméra seule, c'est difficile, mais deux, ils deviennent plus puissants. On peut voir comment nos yeux fonctionnent. On a une vision quasiment panoramique et c'est là l'avantage. Puis, nous allons parler de la calibration d'une caméra 3D. Malheureusement, nos caméras sont bien souvent soumises au phénomène de distorsion et nous pouvons avoir une distorsion radiale ou nous pouvons avoir une distorsion tangentielle. Et la notion de distorsion influe négativement sur le rendu, sur les performances de notre système ou bien de notre tâche qu'on est en train d'effectuer. Et pour que il y ait une bonne correspondance entre le monde réel et le monde de la caméra, il faudrait qu'on puisse calibrer cela et que les résultats soient bien cohérents. Et pour calibrer cela, il existe deux techniques les plus répandues en utilisant des marqueurs haricots qui vont, qui vont nous permettre de pouvoir définir un repère et nous allons savoir comment on se mouvoir dans la scène et avec des coordonnées différentes. Puis, nous aurons aussi le calibrage à l'échiquier, où il faut au moins 10 motifs pour pouvoir avoir une bonne collaboration et puis que la caméra ne souffre plus de phénomènes de distorsion. Ce sont ces notions qui sont importantes à prendre en compte pour une bonne réussite, pour un bon rendu de notre projet. Alors, maintenant, une fois que tout ceci est abordé, nous allons parler de la notion de puissance de calcul et de microprocesseurs en particulier. Nous avons à ce jour plusieurs types de microprocesseurs qui sont le CPU, le GPU et le TPU. La différence entre le CPU, le GPU et le TPU est que le CPU de base est le cerveau de tout système informatique et est responsable de l'exécution, de la gestion des opérations logiques, arithmétiques et d'entrée-sortie de l'ordinateur. D'autre part, un GPU est un processeur supplémentaire capable d'effectuer des opérations mathématiques complexes et un rendu graphique avancé. Enfin, les TPU sont plus puissants, sont des processeurs un peu plus puissants personnalisés par Google, spécialement conçus pour fonctionner sur ces projets, c'est-à-dire TensorFlow, où on aura l'occasion d'en parler dans des prochaines vidéos. C'est une librairie qui a été spécialement conçue pour réaliser des opérations complexes adaptées au réseau de neurones comme les convolutions. Ensuite, nous devons préciser le fait que parmi les trois unités de processeur, le TPU est le processeur le plus récent conçu pour entraîner et apprendre plus rapidement des modèles d'apprentissage automatique. Vous pouvez retrouver sur cette image-là chaque entreprise qui gère un certain type de microcontrôleur. De microprocesseur autant pour moi. Désolé. Alors, puisque je parlais de microprocesseurs, ils sont directement intégrés dans des microcontrôleurs et en computer vision, nous retrouvons principalement du Raspberry Pi qui fonctionne, qui est plus CPU et qu'aujourd'hui on peut lui rattacher un GPU externe. Nous avons aussi le Beagle Blonde Back qui est un CPU et généralement ils fonctionnent tous en ARM et pas en x64 ou x86 comme nos différents ordinateurs. C'est important de prendre cela en compte parce que vous pouvez faire un projet sur votre ordinateur, ça marche bien, mais dès que vous le migrez sur
sur votre microcontrôleur, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas installé les bonnes librairies compatibles au microprocesseur, au système d'architecture ARM pour ces différents microcontrôleurs. Nous pouvons aussi citer le Jetson Nano qui ici a intégré un GPU et nous avons là Google Coral un peu plus récent et qui intègre des TPU et qui sont assez puissants. On a plus tendance maintenant à migrer vers ces utilisations. Et puisque nous parlons maintenant de ces différents microcontrôleurs, imaginons que vous alors, vous ayez une machine qui n'est pas assez de RAM et le microprocesseur n'est pas assez puissant. Bah là, vous serez contraint à ne pas pouvoir réaliser un certain nombre de tâches en vision par ordinateur qui vous passionnent. C'est pourquoi certaines entreprises comme Google, comme Amazon, AWS, avec le service SageMaker ou alors Kaggle, qui est une plateforme pour des compétitions aussi. Et vous pouvez là avoir accès à des puissances de calcul, des TPU, des GPU pour faire vos différentes tâches. Mais payant, c'est que vous ne dépensez pas un certain seuil, sinon ils vont commencer à vous demander de payer une certaine somme pour pouvoir bénéficier. Sinon, c'est un bénéfice, c'est une aubaine pour pouvoir réaliser et ne pas être freiné par votre puissance matérielle. Le cloud, c'est important vu que vu que tous ces différents machines de calcul, puissance de calcul seront situées dans des serveurs distants. Et pour terminer, nous allons donc parler des différents algorithmes et librairies utilisés en computer vision. On peut aussi parler là du premier framework et le plus répandu, c'est OpenCV, qui a été écrit en C++ et en Python. On parlera de nombreux frameworks tels que YOLO, MediaPython, TensorFlow, PyTorch qui sont utilisés en computer vision et on pourra aussi utiliser des différents algorithmes de machine learning et de deep learning pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches pour le traitement d'images et pour le traitement de vidéos, en l'occurrence en deep learning avec les réseaux de neurones convolutionnels, CNN en anglais, et des algorithmes de machine learning tels que le support vector machine pour des classifications et bien d'autres. Alors, voici arrivé au terme de cette culture générale tout autour de la vision par ordinateur. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et partager en commentaire si j'ai omis un certain nombre de points. J'en suis sûr. Partagez avec moi et on pourra en discuter et avancer ensemble. La prochaine fois, nous parlerons plus des concepts mathématiques et algorithmiques liés au computer vision. D'ici à là, on se retrouve.